Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadership Incarné, dernier épisode de l'année puisque je vais prendre quelques temps pour me reposer et pour partir en vacances dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je viens avec un épisode qui va être un peu plus personnel et plus intime parce que j'avais envie de partager les grandes initiations et les transformations que j'ai traversées en 2025 dans mon entreprise, grâce à mon entreprise. Mais ce n'est pas complètement un épisode de bilan de 2025 parce que je n'ai pas encore pris le temps, je vais le faire cette semaine justement, j'ai pas encore pris le temps vraiment d'aller faire cette introspection très profonde. Donc ce que je vous livre aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'introspection parce que c'est des choses que j'ai tirées de mes carnets, ce que j'ai traversé cette année, mais voilà, c'est plus personnel, c'est plus intime. Vous savez que je parle souvent d'entrepreneuriat sacré et initiatique. Et je sais que pour certaines personnes, ces mots peuvent faire peur ou sembler vraiment très éloignés de leur réalité, de leur façon de vivre leur entrepreneuriat. Et je sais aussi qu'il y a d'autres personnes plus puristes, on pourrait dire, pour qui justement le mot initiation ne devrait s'utiliser que dans certains contextes spirituels, peut-être plus codifiés ou quelque chose comme ça. Pour moi, le sacré est une manière d'entrer en relation avec le monde. C'est le lien que nous tissons avec la vie, la profondeur avec laquelle nous regardons ce qui nous arrive. Moi, de mon côté, je sens que j'ai une relation profondément mystique avec la vie. J'aime bien la qualifier parfois de sensuelle, amoureuse et intime avec le divin. Et c'est depuis cet endroit-là que je comprends aussi l'entrepreneuriat. Non seulement comme un ensemble d'outils ou de stratégies, mais comme un espace relationnel qui nous façonne. Pour moi, de la même manière qu'on peut vivre des véritables initiations dans un couple, dans une amitié ou dans une relation à un lieu, par exemple, j'ai découvert que notre entreprise peut aussi devenir l'un de nos plus grands espaces initiatiques. Parce que ce qui est initiatique, c'est pas un événement en lui-même. Ce n'est pas un lancement, ce n'est pas le succès ou le chèque que nous rencontrons. C'est la transformation intérieure qui se produit quand nous nous laissons toucher par ce que la relation nous renvoie de nous, la relation à notre entreprise. C'est tout ce que nous transmutons en observant nos peurs, nos désirs, nos attachements, nos limites, nos fuites, nos forces et nos élans. Et c'est un peu de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de ces initiations, de ces passages initiatiques que je traversais dans mon business en 2025. Et encore, je n'ai choisi juste quelques-uns, pas tous, dans l'objectif justement que vous puissiez peut-être regarder aussi votre année sous cet angle-là, cet angle de l'initiation que 2025 a représenté pour vous. Et je vous proposerai aussi quelques questions d'introspection pour accompagner justement ce sorte de bilan, même si ce n'est pas exactement un bilan. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, 2025 a été une année de dépouillement très intense, une année de transition. Donc mes initiations et les leçons que je vais vous présenter aujourd'hui sont très liées justement à ce processus de transition. Je sais que beaucoup de personnes ont vécu aussi une transition 2025, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. En tout cas, pour moi, ça a été une année de dépouillement, une année où j'ai traversé un changement identitaire dans mon entreprise, où j'ai laissé partir des choses qui m'avaient soutenue jusque-là, mais qui ne pouvaient plus m'accompagner pour la suite.
Et ce qui m'a vraiment étonnée cette année, c'est que contrairement à d'autres périodes de ma vie où laisser tomber des pans entiers de mon identité m'avait profondément chamboulée, cette fois-ci, cette année, j'ai senti en moi une grande stabilité. Vraiment une verticalité intérieure nouvelle. Une énergie plus mature, capable de créer assez de sécurité à l'intérieur de moi pour que le dépouillement se fasse sans que je me démantèle complètement et sans perdre mon axe. Comme si j'avais vraiment là maintenant acquis ou construit une colonne vertébrale suffisamment solide pour permettre ce mouvement et cette transformation radicale, j'ai envie de dire. Donc, les dépouillements que j'ai vécus cette année ont été avant tout identitaires. J'ai laissé tomber vraiment des pans entiers de ce que je pensais être. Et je parle souvent des masques, mais c'est pas parce qu'il ne s'agit pas de fausses parties de moi, c'est plutôt des identifications. Ça devient un masque parce que ça colle à la peau finalement, pas tellement parce que c'est faux. Donc c'est des rôles, des postures, des espaces intérieurs à partir desquels je faisais les choses sans toujours avoir forcément conscience. Et je l'ai déjà raconté dans un épisode quand j'avais le groupe Telegram, mais pour moi tout le processus de lâcher le bulletin des étoiles était vraiment un processus intérieur avant tout. C'était pas une décision stratégique, c'était vraiment une transformation qui est arrivée à l'intérieur de moi d'abord. C'est que j'ai dû laisser partir cette année, c'est pas le nom du bulletin des étoiles, c'est pas le projet, c'est pas le positionnement, c'est vraiment la femme qui l'avait construit. Une femme pour qui ce projet a été une forme de guérison. Et comme souvent, ce qui nous a guéri à un moment ne peut pas nous accompagner pendant toute la vie. Je me rappelle, un des moments clés de ce processus a eu lieu au mois d'avril. Je suis allée voir une guérisseuse balinaise parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, sans réussir à mettre des mots dessus. Et je vais vous lire un extrait de mon carnet parce que je trouve que ça montre justement peut-être la peur ou peut-être les questionnements qu'il y avait chez moi à ce moment-là. Donc je vous lis. Il y a un problème, mais je n'arrive pas à savoir lequel. Il y a un blocage avec mon entreprise, avec mon futur, avec mes peurs. Je crois que cette nuit, j'ai rêvé que je redevenais salariée. Et je sens bien que la transition n'est pas aussi évidente. Je sens que je n'ai pas donné mes accords pour avancer, qu'il y a un problème quelque part, mais je n'arrive pas à comprendre. Je crois que j'ai vraiment peur de laisser de côté ce que j'ai créé jusque-là. Mais c'est plus que la peur, c'est comme un non-sens, un sentiment incohérent avec ce que j'ai fait jusque-là. Plus j'avance, plus je me rends compte que cela ressemble à quand j'ai laissé mon ancien travail. J'avais peur, je n'étais pas sûre de mon choix et surtout je n'avais pas d'assurance sur le fait que la suite allait me plaire ou bien se passer. Et c'est cela traverser l'incertitude et les peurs, c'est cela faire des choix de cœur et non de peur. En tout cas, je sens que j'ai besoin d'aide pour avancer. Donc j'avais écrit ça et je suis allée voir cette guérisseuse balinaise pour m'aider justement à débloquer ce blocage que je ressentais. Et en session, quand elle a scanné mon corps et mon énergie, elle a vu tout de suite que ce que je devais lâcher, c'était le désir de sauver les autres. Et notamment de sauver les personnes que j'aimais. Et qui avait été, ce syndrome de la sauveuse avait été un peu à l'origine aussi de la création du bulletin des étoiles. Et bien sûr, cette envie de sauver, je l'avais déjà identifiée depuis longtemps et je le travaille depuis des années en thérapie. Mais c'est comme si cette année, mon corps était prêt à lâcher quelque chose. Et pour cause, j'ai passé toute la session avec la guérisseuse à vomir, à crier, à pleurer. Bon, c'était une sorte d'exorcisme qu'elle m'a fait. Et le soir même, je suis allée marcher et je l'ai senti. J'ai senti vraiment le vide intérieur immense qui m'habitait quand ce besoin de sauver n'était plus en moi, quand il avait disparu. Et en fait, j'ai compris à quel point beaucoup des choses que j'avais fait dans ma vie, en général, et dans mon travail et dans mon entrepreneuriat jusque-là, partaient depuis cet espace inconscient de vouloir sauver, aider, guérir, notamment les membres de ma famille, mais du coup, qui s'étaient mis dans une profession, dans un métier. Et c'était, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était une des racines énergétiques du bulletin des étoiles. Et à ce moment-là, voir ça, ça n'a pas vraiment été douloureux. Ça a été plutôt libérateur. Et quelques jours plus tard, j'ai fait un rituel
personnel où voilà, j'ai justement remercié et lâché et j'ai écrit des choses dans mon carnet et je vous relis un extrait de mon carnet. J'ai compris que pour laisser partir le bulletin, j'avais besoin de voir, de valoriser et de remercier la femme qui a construit tout cela. J'ai fait un rituel avec 3 objets symboliques pour remercier à chaque fois tout ce que ce projet m'avait apporté. J'ai remercié la tribu, le sentiment de validation, l'admiration, l'appartenance, la concrétisation, l'argent, la liberté et la force que ce projet m'avait apporté. Le fait que cette entreprise ait été mon pilier et m'ait énormément soutenue à des moments difficiles de ma vie. Et à partir de ce rituel, d'ailleurs, que j'ai partagé ensuite dans mon programme Femmes Souveraines, c'est devenu une des pratiques du programme, pour justement pouvoir lâcher une identité en remerciant justement l'identité qu'il avait créée, on va dire. En fait, à partir de là, j'ai senti que beaucoup de choses se sont débloquées. C'était un arrêt et j'ai pu vraiment avancer avec beaucoup plus de liberté. Et surtout, ce dépouillement m'a vraiment permis de transformer l'espace, de faire bouger l'espace à partir duquel je conduisais mon entreprise. Et j'ai profité de faire comme ce vide pour vraiment poser des intentions très différentes pour ma nouvelle étape, pour en quelque sorte ma nouvelle entreprise. Qu'elle ne soit plus construite à partir de cette envie de sauver, mais d'autres intentions que j'ai posées et que peut-être je vous partagerai dans un autre épisode. Donc voilà les questions que je vous propose, peut-être pour vous accompagner aussi dans votre bilan ou dans votre analyse. C'est quelle identité est en train de tomber dans ma vie, même si je m'accroche encore. Et deuxième, qu'est-ce qui m'a soutenu pour le passé, mais qui ne peut plus m'accompagner pour la suite. Je pense que ces 2 questions apportent des réponses qui sont vraiment, j'ai envie de dire, nécessaires d'amener à la conscience avant de passer à 2026. Un autre masque, ou plutôt une autre identité que j'ai eu besoin de laisser tomber en 2025, est le masque de la femme spirituelle. Moi, je l'appelle comme ça, le masque de la femme spirituelle. En fait, j'ai eu besoin vraiment de m'éloigner cette année de ma quête spirituelle, de certaines pratiques, parce que je sentais que je commençais à rentrer dans une forme de folklore, quelque chose de moins authentique, quelque chose qui devenait plus une posture, un masque, une façon de faire, presque un costume, j'ai envie de dire, qui allait à chaque fois chercher plus une certaine pureté, mais que je ne ressentais plus vraiment vrai à l'intérieur de moi. Et ça a été pareil avec l'astrologie. J'ai besoin de laisser vraiment de l'espace pour que ma relation à cet outil puisse se transformer. Parce que la vérité, c'est que ce que je partageais sur les réseaux sociaux, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en fait, ça ne résonnait plus avec ma manière réelle d'utiliser l'astrologie dans ma vie et de travailler avec l'astrologie. Et ça n'a pas été simple à traverser. En fait, je me suis rendu compte que mon approche de l'astrologie était vraiment différente de ce que je voyais communément pratiqué aujourd'hui. Et je me suis rendu compte, par exemple, que j'utilisais plus vraiment le thème astral étant le centre et qu'au contraire, je trouvais vraiment le thème beaucoup plus enfermant que libérateur. Et j'ai compris en fait que j'utilisais surtout les archétypes astrologiques comme des miroirs pour la compréhension, pour la guérison, pour l'incarnation, à partir d'une approche plutôt de psychologie jungienne, c'est-à-dire qui nous aide à explorer l'inconscient pour soutenir le processus d'individuation. Processus d'individuation qui est en fait ce processus d'intégration et de réalisation de soi. Et en fait, pour moi, ça a été difficile à vraiment comprendre et accepter parce que j'avais un peu l'impression d'aller à contre-courant. J'avais une approche étrange jusqu'au moment où en fait j'ai compris que c'était simplement mon approche. Une approche forgée par maintenant presque 10 ans de pratique. Une approche que pour moi est unique aujourd'hui et surtout qui est profondément incarnée, que j'incarne dans ma vie, dans mes accompagnements, dans ma façon de voir le monde. Et je sens que le fait d'avoir pris vraiment de la distance avec la spiritualité, avec l'astrologie, m'a permis de voir et de sentir ce qui était déjà complètement intégré en moi aujourd'hui. Loin du folklore, loin du costume, loin des cérémonies ou des rituels, peu importe, ce qui faisait complètement partie de moi, ce qui était profondément incarné et qui n'avait plus besoin en fait d'être ni forcé, ni provoqué, ni montré à l'extérieur.
Et ces dépouillements dont je vous ai parlé, ce sont d'abord des choses très identitaires qui étaient un peu des identifications. Mais le fait de faire ce travail intérieur m'a permis aussi petit à petit de prendre des décisions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus visibles, en lien souvent avec des personnes et avec de la matière, j'ai envie de dire. Donc là, je vais vous parler plutôt de ces dépouillements extérieurs ou matériels, relationnels. Cette année, par exemple, j'ai pris la décision de me séparer de certaines personnes de mon équipe, ce qui n'a pas été non plus une décision ni un processus facile. À un moment donné, même cette année, je suis allée jusqu'à envisager de me séparer de toute mon équipe parce que j'avais vraiment ressenti ce besoin de renouveau. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette idée, qui était assez réelle dans mon esprit, m'a obligée à traverser une peur que j'avais même plus en tête, vraiment. La peur de ne pas savoir faire seule. La peur de ne plus être capable d'entreprendre sans équipe. En fait, je me suis rendu compte, sans vraiment que je ne m'étais pas aperçue avant, qu'une partie de ma sécurité reposait là-dessus, sur le fait de ne pas être seule, sur le fait d'avoir cette équipe. Mais en fait, le simple fait d'observer, de regarder cette peur en face, de l'envisager vraiment, et d'ailleurs de le faire, parce que j'ai eu des conversations avec mon équipe où on était d'accord qu'il y avait quelque chose qui était fini. En fait, le fait vraiment d'aller vraiment de passer à l'action m'a fait traverser cette initiation, on va dire, cette bascule intérieure, où en fait, j'ai du coup acquis beaucoup plus de confiance en moi, j'ai retrouvé ma sécurité à l'intérieur de moi, ma confiance de me dire, mais en fait, quoi qu'il arrive, je pourrais continuer à entreprendre même si j'avais pas d'équipe. Et donc, je me suis sentie beaucoup plus solide à l'intérieur de moi. Et c'est seulement à partir de là que j'ai pu vraiment envisager un peu la mesure juste. Comment faire évoluer mon équipe, non plus maintenant depuis la peur de ne pas arriver toute seule, mais depuis la confiance et cette solidité intérieure que je ressentais. Dans le concret aussi, je choisis par exemple cette année de quitter le mastermind entrepreneuse avec lequel j'ai évolué depuis 2 ans. Parce que ce que j'ai ressenti cette année, c'est qu'il n'y avait plus de demi-mesure possible. Tout ce qui n'était pas profondément aligné devait partir, même si c'était inconfortable et même si ça faisait peur. Et ça s'est aussi manifesté dans ma communication. Par exemple, j'ai décidé de changer le format de ma newsletter, qui était pourtant très apprécié. Je suis passée de l'écrit à la vidéo, et clairement, ça n'a pas plu à tout le monde. J'ai changé la manière dont je communiquais sur Instagram, j'ai changé de nom, et j'ai arrêté de partager comme avant les énergies astrologiques, on va dire, la météo astrologique, parce que ça ne me ressemblait plus. Et forcément, il y a eu des conséquences très concrètes à ça. Beaucoup de personnes sont parties. Elles se sont désinscrites de la newsletter. Elles ont quitté mes réseaux. Et là aussi, j'ai dû traverser quelque chose de fort parce que c'était vraiment la peur de perdre tout ce que j'avais construit. C'était vraiment super intense. Mais j'ai tenu dans cette stabilité dont je vous parle, ce sentiment de maturité. Et une fois cette peur traversée, en fait, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est comme un soulagement, vraiment un immense soulagement, de sentir que les personnes qui étaient encore là et qui sont encore là adhèrent vraiment à ce que je fais et surtout qu'elles sont prêtes à évoluer avec moi. Et maintenant, parce que ça continue, en fait, le nettoyage continue de se faire. Maintenant, quand je vois le nombre d'abonnés baisser et ça baisse très rapidement, en fait, je ressens vraiment cette purification de mon espace et cet alignement. Parce que j'ai fait le travail intérieur pour pouvoir le sentir comme ça. Et parce que j'étais prête en fait à lâcher. Je suis prête à lâcher toutes les personnes qui devront partir. Donc mes questions pour vous, c'est qu'est-ce que je maintiens dans ma vie ou dans mon activité par peur de me perdre? Et où est-ce que je sais, au fond de moi, que quelque chose n'est plus aligné, mais que je n'ose pas encore laisser partir? Et enfin, pour conclure, j'ai envie de vous parler de ce qui m'a le plus aidé cette année et que pour moi sont un peu devenus comme des leçons de 2025 que je voudrais partager avec vous. Et en fait, ce sont aussi 5 leçons que je pense ont contribué, m'ont permis justement de me sentir stable dans ce grand dépouillement, dans cette grande transition identitaire et qui peut-être vont aussi vous être utiles. Donc la première leçon, c'est de ne pas chercher à se définir trop vite. Moi,
effectivement, je savais que j'étais dans cette transition-là et je n'ai pas cherché à définir tout de suite mon nouveau positionnement de manière parfaite. D'ailleurs, j'ai changé 1000 fois ma bio Instagram, dans tous mes guides, dans tout ce que j'ai créé. À chaque fois, ma présentation, ma phrase de positionnement était différente. Et c'est des choses que je n'avais jamais fait avant. Et plutôt que de me juger ou de paniquer, j'ai juste choisi d'observer. D'observer ce que ça me faisait intérieurement, de ne pas savoir exactement comment me positionner, de ne pas avoir encore les bons mots. Et j'ai compris que rester dans cet entre-deux, sans chercher à résoudre trop vite la problématique, faisait partie du processus. Et c'est la première leçon. Si vous êtes dans une transition, que je vous invite à ne pas chercher tout de suite à savoir. Parce qu'en fait, on ne le sait pas et on a besoin de traverser des choses pour trouver petit à petit les bons mots. Et c'est OK, en fait. Ce n'est pas si grave. La leçon 2, pour moi aussi, ça a été que j'ai réussi à tenir le cap que je m'étais donné en début d'année, alors que à certains moments, j'ai vraiment ressenti l'envie de changer de cap, de faire différemment, de lancer d'autres offres. J'ai eu vraiment aussi des intuitions, des appels, des choses vraiment qui m'ont traversé profondément. Mais je me suis retenue quelque part. Et je choisis de rester fidèle au plan que j'avais posé avec recul et clarté en début d'année. Et à chaque fois qu'un nouvel élan apparaissait, c'est pas que je l'ai mis sous le tapis, c'est que je me suis dit, je laisse vraiment que ça émerge pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est ce nouvel élan, cette nouvelle idée, voilà, ce qui est en train de venir, sans forcer, sans me forcer à le faire tout de suite. Et justement, je me suis dit, je le placerai dans la liste des projets possibles pour 2026 en fonction de ce que ça émerge en fait. Mais le fait de tenir ce cap et de savoir dès janvier jusqu'à décembre tout ce que j'allais faire, ça m'a aidé justement à transiter. C'est un peu comme cette colonne vertébrale qui m'a aidé à que toute la transition identitaire se passe, qu'il y ait voilà, des émotions, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des lâcher-prises. Mais mon cap était clair sur mon entreprise. Ça n'a pas complètement bousculé tous mes plans entrepreneuriaux. La leçon 3, que je vous ai déjà partagé dans d'autres épisodes, c'est vraiment d'accepter le vide et l'incertitude. Et pour moi, vraiment, c'est ça aussi qui m'a aidé à tenir dans cette stabilité, c'est d'accepter en fait du vide, comme accepter de ne pas savoir quel est mon nouveau positionnement, voilà, d'accepter et de savoir que je n'ai pas besoin de savoir tout de suite tout. Et surtout, ne pas chercher à remplir le vide. Si j'ai pu faire ça, je pense que c'est aussi parce que j'ai séparé mon identité de ma sécurité. J'ai vraiment arrêté ou changé. En fait, j'ai arrêté d'attendre que mon travail me sécurise. J'ai arrêté de me déposer aussi dans mon identité professionnelle. Et j'ai placé cette sécurité ailleurs. Ça fait depuis des années, mais j'ai senti vraiment à quel point c'était important. Parce que ma sécurité, elle est dans ma vie personnelle, elle est dans mes routines, elle est dans l'ancrage, un lieu de vie. Et à partir de là, moi, j'ai senti que je pouvais complètement avancer même avec le vide. Le vide, c'était plus un espace menaçant, c'était vraiment un espace de transition que je n'ai plus cherché à remplir parce que cela ne m'insécurisait plus. Leçon 4, pour moi, ça a été d'apprendre à distinguer vérité et peur, quelque part. En fait, ce que j'ai appris cette année avec toute cette transition, c'est à prendre les décisions autrement, avec plus de discernement. En fait, j'ai appris à distinguer l'inconfort d'une décision alignée, qui fait peur, mais qui est juste, et qui est très différente d'une décision prise depuis la peur. La peur de rater, la peur de perdre, la peur d'échouer. Et plutôt que de chercher à éviter justement cet inconfort d'une décision alignée mais qui fait peur, je choisis vraiment de traverser cet inconfort, d'observer les peurs, de vraiment leur faire de la place. Sans qu'ils décident à ma place, sans que les peurs décident à ma place. Et à chaque fois, après coup, j'ai vraiment pu constater que lorsque la décision venait d'un endroit juste, même si c'était inconfortable, il m'apportait plus de calme, plus de cohérence et plus de solidité, plus de clarté aussi. Et la leçon numéro 5, c'est
la dernière que le changement extérieur est toujours la conséquence d'un changement intérieur. Pour moi, ça a été une des leçons très importantes de cette année et je l'ai vu très clairement. Les changements concrets que j'ai faits dans mon activité, dans mon équipe, dans ma communication ne sont pas nés d'une réflexion stratégique, mais d'un déplacement à l'intérieur beaucoup plus profond. C'est parce que quelque chose avait déjà changé en moi que l'extérieur a commencé à se réorganiser. Et ce que ça m'a appris, c'est que tant que le mouvement ne se fait pas à l'intérieur, les changements restent superficiels ou instables. Et à l'inverse, quand une transformation est réellement intégrée dans l'émotionnel, dans l'énergétique, dans le corps, les décisions concrètes deviennent presque évidentes. Elles ne demandent plus de forcer, ils s'imposent naturellement. Et on a beaucoup plus de facilité à avancer avec. Donc, je clôturerai cet épisode en vous disant si vous avez aussi vécu en 2025 des transitions, justement qu'une transition, c'est pas une crise, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est un peu la leçon de cette année. Pour moi, une transition n'a pas besoin d'être vécue comme une crise, comme un problème à résoudre, comme un truc qu'on a envie de refermer très vite. En fait, c'est un passage qui est nécessaire, c'est un passage qui est initiatique pour que quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus authentique puisse vraiment émerger. Sans cette transition, pour moi, nos transformations restent superficielles, notre alignement reste peut-être pas si authentique que ce qu'on l'on voudrait. Et aujourd'hui, moi, après tout ça, je ne me sens pas du tout arrivée quelque part, mais je ne sens pas non plus le besoin d'arriver quelque part. Je sens vraiment que je suis par contre plus ancrée dans l'endroit depuis lequel j'ai créé, depuis lequel j'accompagne et depuis lequel je crée mes décisions. Je prends mes décisions, pardon. Cette année m'a appris aussi que l'on ne traverse pas une transition en cherchant à aller vite ou à tout comprendre ou à tout résoudre, mais en acceptant de ne pas savoir pendant un temps, même si ce temps c'est 1 année, 2 années, 3 années, en laissant tomber ce qui ne nous soutient plus et en faisant confiance aussi à notre énergie stable pour nous sécuriser à d'autres choses en fait. Et si j'ai partagé tout ça avec vous, c'est aussi pour ouvrir cet espace de reconnaissance, celui où les périodes de flou, de vide ou de perte de repères ne sont pas des erreurs de parcours. C'est pas des fautes, c'est pas des problèmes, ce sont des passages. Et comme je vous disais, ça peut être une transition identitaire sans être une crise émotionnelle. Et on peut traverser vraiment une initiation, un passage vraiment de transformation puissant sans que ça nous démantèle et ça nous fasse perdre complètement notre axe. Et peut-être que certains d'entre vous traversent justement quelque chose de similaire en ce moment. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous êtes simplement en train de changer des peaux et de vous dépouiller pour que quelque chose de plus beau, de plus authentique et de plus juste puisse émerger. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit « Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur » dont tu trouveras le lien en description.